Bienvenue dans Nomadness, le podcast dédié à celles et ceux qui veulent faire du voyage leur mode de vie. Je suis Chloé, je suis nomade depuis 2023, je suis freelance en communication et j'aide les acteurs du voyage dans le développement de leur stratégie de contenu. Dans le podcast Nomadness, on se retrouve chaque semaine pour découvrir un nouvel aspect du mode de vie nomade en solo à travers un partage de réflexions, des conseils pratiques, une rencontre ou encore la découverte d'une destination. Ensemble, on explore les voies pour créer un mode de vie nomade en solo sur mesure et lever toutes les barrières mentales, sociales et logistiques qui freinent notre passage à l'action. J'ai assez rapidement développé ça, de me dire: «Je vais pas attendre que, y ait des vacances qui, matchent avec, des amis, quelqu'un, voilà, avec qui j'ai envie de partir. La vie est courte, tu as envie de vivre un truc et ben, let's go». Vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, aujourd'hui, on va parler voyage en solo et prise de conscience écologique avec Sabrina. Après 10 ans à l'étranger et une belle carrière dans le marketing, elle a tout quitté pour créer une agence de voyage slow et bas carbone. Mais avant d'en arriver là, Sabrina a parcouru pas mal de kilomètres en solo. Elle a vécu à l'étranger et puis finalement, elle a eu un déclic écologique en Alaska face à la fonte des glaciers. Non seulement elle a complètement repensé sa manière de voyager, mais elle s'est aussi lancée dans l'entrepreneuriat engagé pour accompagner les voyageurs et voyageuses vers un tourisme plus doux, plus bas carbone et plus conscient. Cet échange est riche, dense, alors je vous propose de le découvrir en deux parties. Aujourd'hui, dans la première partie, on revient sur son parcours, ses premiers voyages seuls, ce que ça a changé pour elle, ses destinations coup de cœur et les toutes premières prises de conscience qui ont émergé au fil du temps. Dans la seconde partie, la semaine prochaine, on parlera conseils concrets et mise en pratique. Allez, bonne écoute. Hello Sabrina, bienvenue sur le podcast Nomadness. Je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui pour parler de plein de choses, de voyage en solo, de slow travel, de voyage en train aussi, mais tu nous raconteras tout ça. Est-ce que peut-être pour commencer, tu peux nous présenter et nous raconter un petit peu ton parcours? Ouais, tout à fait. Bah, écoute, merci déjà, Chloé pour, l'invitation. Je suis ravie de parler, de voyage, en train, de voyage, slow. Donc je suis Sabrina, j'ai 43 ans. Je suis, lyonnaise d'adoption depuis 5 ans, mais je viens d'une région pas très connue, qui mérite justement à être, mieux découverte. Je viens de la campagne berrichonne, je viens du centre de la France, une ville qui s'appelle, Bourges. Peut-être que tu sais pas du tout où c'est en France, donc c'est voilà, c'est au centre de la France et j'ai eu un parcours effectivement, assez atypique. Je pense que je mettrais en avant, 2 choses. La première, je n'ai pas eu un mode de vie nomade, mais je suis une nomade dans l'âme. Je suis quelqu'un qui a beaucoup la bougeotte, donc j'ai beaucoup bougé dans ma vie, j'ai beaucoup déménagé et j'ai aussi eu la chance de vivre à l'étranger pendant 10 ans. Donc j'ai vécu en Angleterre, en Allemagne et aux États-Unis. On en parlera peut-être un peu plus tard. Et puis l'autre point peut-être atypique de mon parcours, c'est que j'ai fait une reconversion assez importante il y a 3 ans, puisque j'ai quitté, mon emploi, ma vie de salariée. Je travaillais en grand groupe dans le marketing et puis j'étais voilà, un moment de ma vie où je cherchais de combiner, quelque chose qui m'anime et le voyage est devenu un sujet assez, naturel pour moi et puis un petit peu plus de sens aussi et la question du réchauffement climatique, de l'état de la planète, c'est un sujet qui me préoccupe un tout petit peu et donc c'est comme ça que j'ai cofondé, Détour Odyssée, qui est, une agence un peu particulière puisqu'on a la mission d'aider à voyager autrement et de proposer principalement justement dans le thème de ce qu'on va discuter, des voyages slow, des voyages bas carbone. On ne prend pas l'avion, on ne prend pas la voiture, on évite, les lieux surfréquentés et on profite surtout, du chemin. Donc je t'en dirai sûrement un petit peu plus dans le podcast, mais voilà en quelques mots déjà pour me présenter et pour parler déjà du projet, que j'ai lancé. Trop chouette. Bah, écoute, j'ai trop hâte que tu nous en dises plus sur tous ces aspects et peut-être pour commencer, de repartir à l'origine sur tes expériences à toi de voyage. Tu as beaucoup voyagé en solo, il me semble. Est-ce que tu peux nous raconter peut-être ton premier voyage en solo? Qu'est-ce que c'était? Comment ça s'est passé? Alors le tout premier voyage, parce que j'essaie de m'en rappeler, le tout premier voyage solo en mode je pars, sans amis, sans famille,
Donc dès que j'ai travaillé, en fait, j'ai, fait un voyage à La Réunion parce que ma maman est réunionnaise. Donc faut savoir que j'ai la moitié de ma famille, dans l'océan Indien, donc vraiment assez loin. Et donc c'est le 1er voyage vraiment où je suis partie seule. Alors un peu particulier parce que forcément c'est un voyage où après j'avais des étapes dans ma famille, mais voilà, c'est le 1er voyage où je suis vraiment partie en mode, solo, sans voilà, sans cadre autour de moi au départ. Après j'avais ma famille sur les étapes. Donc c'est le 1er solo, mais pas avec tous les critères, je pense. Du coup, le second que j'évoquerai, qui lui coche un peu d'autres cases, c'est pas longtemps après, j'ai fait un voyage au Kenya, assez long en plus, sur un peu plus de 3 semaines, qui était un voyage qui mixait de la découverte et de l'éco-volontariat. Donc là, je recommanderais peut-être pas de démarrer par ce type d'expérience. En tout cas, voilà, notamment pour les gens qui ont un peu d'appréhension de partir seuls parce que j'avais un peu mis tous les critères pour perdre mes repères, on va dire. Parce que je partais en solo, je partais dans un continent qui est une expérience en tant que telle. L'Afrique, c'est une expérience à vivre. Et puis en plus, dans un contexte où j'avais vraiment pas de repères spécifiquement, dans le sens où l'éco-volontariat, j'étais dans la savane, dans une communauté Maasai et donc c'était au milieu, vraiment de la nature, pas d'électricité, pas d'eau, enfin voilà, se reconnecter avec le soleil et cetera. Je pense que j'ai pris le truc un peu, plus compliqué, je dirais, pour démarrer. Ça s'est super bien passé dans le sens où, ben, fan de faune, je me suis fait plaisir, voilà, c'est enfin forcément l'Afrique pour ça. C'est génial, c'était un programme de protection pour les éléphants et les lions. Alors j'ai pas vu de lion, j'ai vu beaucoup de traces de lions, j'ai pas vu de lion. Par contre, j'ai vu des éléphants vraiment sauvages, voilà, qui étaient à quelques mètres quand on pistait, donc ça, c'est un souvenir, hyper intense que je garde. Aventure humaine géniale, avec les communautés et surtout, et je pense que ça, c'est un élément clé de tous les voyages en solo, appris beaucoup de choses sur moi-même parce que partir seule, c'est être en confrontation avec les choses qui peuvent changer autour de soi, les rencontres qu'on peut faire ou les événements et de réagir, voilà, en tant que personne, en tant qu'individu et là, en tout cas pour moi, là, bon, j'avais des contextes quand même assez différents de mon quotidien, donc c'est vrai que j'ai appris énormément, mais ça m'a bien préparée, je pense, à la suite. Mais c'est vrai que c'est un voyage assez spécial et peut-être pas comme ça qu'il faut commencer pour une première fois si on n'est pas trop sûr que ça peut nous plaire en tant que voyage solo, mais en tout cas superbe souvenir. Et après tout ce que ça t'a apporté, donc tu as dit, les rencontres, ce qu'on apprend sur soi-même, le fait de bouger tes repères qui étaient un peu volontaires pour ce voyage-là en particulier. Tu as décidé de continuer à voyager en solo par la suite? C'est un mode de voyage que tu as développé beaucoup? Je l'ai pas mal fait. Alors, il y a eu un moment de ma vie où je l'ai moins fait, tout le moment, étudiante, où je partais, voilà, beaucoup avec des amis. Après, l'âge avançant, on commence en tout cas moi, de mon expérience, on commence à avoir des calendriers qui matchent plus trop avec, les gens dans nos entourages. Moi, après, avec aussi un parcours de vie morcelé, des relations à distance, des choses comme ça, pas évidentes à gérer. Je l'ai fait beaucoup plus, on va dire, à partir de la trentaine. Effectivement, je l'ai fait, quand même, régulièrement dans le sens, en tout cas de mon point de vue, j'ai assez rapidement développé ça, de me dire: «Je vais pas attendre que, il y ait des vacances qui, matchent avec, des amis, quelqu'un, voilà, avec qui j'ai envie de partir. La vie est courte, tu as envie de vivre un truc et ben, let's go» et bon, je suis quelqu'un d'assez, volontaire, qui avait pas non plus, je pense, d'appréhension, énorme aussi par rapport à ça. Ça dépend des personnalités des gens, mais c'est vrai que j'ai pas ces réactions de me dire: «OK, je vais attendre l'année prochaine quand les vacances matchent avec, la famille, les amis ou là le copain, j'y vais, quoi». Donc c'est vrai que j'ai été assez dans la démarche de faire quand j'avais vraiment envie de vivre quelque chose et donc j'en ai fait quand même, pas mal en Europe et aussi, dans mes expatriations, où j'ai pas mal, aussi, visité l'Amérique latine quand j'étais aux US, aussi comme ça. Trop chouette. Je te rejoins complètement sur, le fait de: «OK, je vais pas attendre que, j'ai, un copain, une copine, un groupe d'amis qui viennent avec moi, j'y vais». Je trouve ça trop chouette que tu aies osé le faire. Est-ce que parmi tous ces voyages-là, tu as une expérience ou une destination coup de cœur que tu voudrais nous partager? Ouais, alors je vais tricher, je vais en donner 2. Allez, Tu allez. me tu me permets. La première, il y a un pays particulièrement pour moi que j'adore, c'est le Japon, qui est une culture qui me fascine. J'ai eu la chance, déjà de travailler pour une entreprise japonaise. Quand j'étais en Allemagne, j'ai travaillé pour Sony. Donc j'ai eu à l'époque un patron japonais, des collègues japonais. Alors le Japon par la sphère du travail, c'est pas forcément, toujours le plus évident, mais en tout cas, voilà, ça m'a montré aussi des choses hyper intéressantes
et je suis fan de la culture, je suis fan de manga, je suis fan de Miyazaki, que j'ai même, du Mononoke, en tatouage. J'adorais les jeux vidéo quand j'étais ado, et toute la culture qui mixe modernité, tradition, le rapport à la nature aussi qu'ils ont dans le respect, qui me parle énormément. Donc voilà, le Japon, j'aimerais y retourner et y passer pas mal de temps, la prochaine fois. Et puis l'autre, destination que je voulais évoquer là, qui est dans le périmètre, que j'ai la chance de travailler régulièrement avec des tours Odyssée, c'est la Scandinavie. C'est une région, que j'adore, où je vais, régulièrement, notamment depuis que je suis rentrée en Europe. Parce qu'en revenant des États-Unis, forcément, grands espaces, nature, incroyable là-bas. J'espère d'ailleurs que notre ami Trump va pas faire trop de dégâts avec, toutes les décisions qu'il prend en ce moment. Mais, voilà, j'avais quand même pris le goût de ça, parce que je me suis vraiment fait plaisir aux États-Unis avec les parcs nationaux et les paysages qu'ils ont, et en rentrant en Europe, vraiment, je me suis dit: «OK, trouver un truc un peu qui ressemble». Scandinavie, alors je connaissais Stockholm, je connaissais Copenhague, mais aller vraiment les découvrir en profondeur, et le plus j'y vais, parce que j'ai la chance d'y aller, quasiment, tous les ans, même maintenant, plusieurs fois par an avec le projet, toujours en mode slow. Plus j'y vais, plus je suis fan, que ce soit la nature qui est incroyable, le rapport à la nature aussi qu'ils ont dans leur quotidien qui est vraiment très, très fort dans la culture scandinave en général, dans l'ensemble des pays. L'ambiance qu'ils ont dans leur ville, qui est très, très différente de ce qu'on a dans nos capitales, même à Oslo, à Stockholm, on a un truc apaisé, serein, c'est beaucoup plus chill, voilà. Ils ont un rapport slow, en fait, ils ont vraiment cette notion de slow, je trouve aussi dans leur quotidien, et puis, tout ce qui est, la culture avec, tout ce qui est le sentiment de communauté, la place qu'ont les enfants, la place des femmes. Voilà, bref, c'est vraiment une région que je trouve, hyper intéressante, vraiment dépaysante, et qui est accessible, aussi en slow et en train depuis la France, donc vraiment je recommande, ceux qui connaissent pas, d'y passer. Eh ben, écoute, la recommandation est notée. De mon côté, ce que je trouve hyper intéressant dans ta réponse, c'est que tu parles pas de ce que tu as vu dans genre les monuments ou tu parles vraiment de ce que tu as vécu, de la culture, de l'ambiance, de ce que ça véhicule le lieu et ça se sent et je pense qu'on y reviendra dans toute l'approche, que tu as autour du voyage, mais déjà je le remarque dans tes premières réponses. Et est-ce que peut-être il y aurait une, destination ou une expérience que tu aurais au contraire moins aimée et peut-être, pourquoi? Est-ce que tu aurais fait différemment si tu devais le refaire? Alors j'ai pas vraiment de destination, parce qu'en fait, je suis quelqu'un quand même d'assez curieux, très, très curieux sur les cultures, les autres, d'étudier à l'étranger, de vivre ailleurs, donc ça a développé, un peu quand même, une curiosité importante de mon côté naturellement, et d'autant plus en développement au cours de mon parcours. Donc en fait, moi, dès que je vais quelque part, je vais trouver un truc intéressant, voilà, je vais trouver un intérêt, donc j'ai pas vraiment d'endroit vraiment où j'ai une mauvaise expérience. Par contre, dans le thème de ta question, un truc que je trouve qui vraiment peut impacter négativement une expérience de voyage, quel que soit l'endroit où on peut être, et je m'en suis rendu compte dans des lieux que je connaissais, d'avant et où je suis allée, plus récemment, c'est, le problématique de surtourisme. Où en fait aujourd'hui, et notamment aussi en Europe, on en a quand même pas mal, il y a des endroits où en fait, on est vraiment dans la foule, il y a trop de monde. J'aime pas trop quand il y a trop de gens déjà à la base, mais d'autant plus dans une optique de découverte. Pour moi, ça enlève complètement, le plaisir. Je suis pas en état, en fait, de profiter du moment, et voilà, il y a des villes comme ça, comme Amsterdam, l'Italie, il y a des coins aussi comme ça. En Espagne, on en parle également beaucoup, mais aussi c'est des pays où je passe un peu moins de temps, et ça, je trouve, quand même que c'est une expérience qui est désagréable en tant que touriste, et puis aussi parce que je pense, en tout cas moi, c'est ce que ça m'amène à me poser quand ça m'est arrivé, de me dire: «En fait, c'était pas la bonne idée d'y aller là, à ce moment-là». Pour les locaux, ça doit être l'enfer, pour le lieu, pour peu que ce soit aussi naturel, un impact pas top aussi pour la nature. Donc ce serait plutôt ce type d'environnement et de moment, que je te donnerais, où j'aime pas trop, et ce que j'aurais fait différemment, c'est d'être peut-être plus consciente que c'était pas le bon moment, d'aller, visiter, ou de faire autre chose si c'est un endroit où voilà, où il y a d'autres types de visites à faire. Toi, par rapport à ton positionnement, ton cheminement, par rapport à ces prises de conscience-là, sur l'impact du tourisme, à la fois, sur l'environnement, par rapport à l'urgence climatique et cetera, mais aussi sur les populations locales, comment ça s'est passé? Est-ce que ça a toujours été important ou est-ce que tu as eu une prise de conscience, au fil du temps? Alors tout ce qui était,
population, locale, j'ai toujours été assez, attentive à ça. Parce que comme je t'ai dit, dans les premiers voyages, il y a des co-volontariats là que je t'ai évoqués au Kenya, dont 2 semaines dans une communauté masaï et j'ai toujours été intéressée par ça. En Amérique latine, j'ai fait des immersions en communauté, des choses comme ça. J'ai toujours eu cette envie d'avoir une, découverte authentique d'une culture et pour moi, le meilleur moyen, c'est de rencontrer les gens et de voir un peu comment ils vivent. Donc je pense la partie responsable d'un point de vue éthique, je l'ai toujours un petit peu eu. Alors après, on est plus ou moins sensible suivant les endroits où on va, hein. Forcément, il y a des différences beaucoup plus frappantes, que ce qu'on vit en France. Par contre, la partie environnementale, c'est venu beaucoup plus tard parce qu'il y a quand même un grand moment de ma vie où j'avais pas du tout conscience de ça. Autant, je sais pas forcément d'où ça vient, mais la partie, voilà, attention aux communautés, j'étais déjà un peu inconsciemment toujours un petit peu, sensible à ça aussi peut-être parce que quand voilà, quand j'allais voir, ma famille à La Réunion, j'avais des contextes quand même qui étaient très différents de ce qu'on avait à la maison, donc j'étais sensibilisée aussi à d'autres manières de vivre, parce que c'était beaucoup plus rural. Alors je voyais aussi des manières de vivre avec des conditions un peu différentes, mais la partie environnementale, c'est assez récent à l'échelle de de ma petite vie. Et ce déclic-là, il me semble avoir lu que tu racontais que tu l'avais eu lors de ton voyage en Alaska en 2018. Si mes informations sont bonnes, est-ce que tu pourrais en parler un peu? Ouais, en fait, alors je dirais que ce moment a mis une graine dans ma tête qui a germé et qui maintenant voilà, l'arbre a grandi avec, puisque je suis arrivée même jusqu'à lancer un projet. Mais effectivement, donc j'ai vécu aux États-Unis de 2015 à 2019 et j'avais un certain nombre de rêves, en fait, en y vivant et il y avait notamment des régions que je voulais absolument faire, et l'Alaska en faisait partie parce que, bah, en fait, j'adore la nature. Je suis quelqu'un qui est fasciné par la faune, la flore, par être exposé à la puissance de la nature et ben, je voulais voir, voilà, les grands espaces, le parc Denali, les ours, les glaciers, la banquise, voilà. J'ai eu la chance de faire, ce voyage et de voir tout ça en 2018. À l'époque, en tout cas moi dans ma bulle, donc je vivais aux États-Unis, sous la première présidence Trump déjà, donc voilà, climat un peu spécial. Je n'avais aucune connaissance et conscience de l'impact des voyages, du transport, vraiment rien. J'avais en plus un métier où je voyageais énormément parce que je faisais beaucoup la navette entre la côte est et la côte ouest, parce que je passais pas mal de temps en Californie pour, du travail, mais je vivais de l'autre côté. Je voyageais quand même beaucoup et ce voyage, alors déjà, magnifique, mais il m'a confrontée quand même à 2 trucs qui m'ont amenée à beaucoup de réflexions par la suite. La première chose, c'est que j'ai vu des paysages touchés par, le réchauffement climatique. Alors, il y en a aussi en Europe, hein, mais bon, à l'époque, je vivais aux US, donc c'est vrai que je voyais pas, forcément la mer de glace, par exemple, ici, mais j'ai vu, l'impact, sur les glaciers, sur la banquise. On voit qu'ils sont en train de disparaître. Je me rappelle notamment d'une sortie en kayak où, bah, on était à distance de sécurité, de la banquise parce qu'il peut toujours se passer un truc où il y a un bout qui tombe et je me souviens que le guide disait que là où on se tenait en sécurité avec les kayaks, il y a 5 ans en arrière, la glace était là, quoi. Donc à son échelle de vie d'homme, il voyait le truc, disparaître et c'est vrai que sur les glaciers, il y avait on voyait des traces aussi claires qu'avant c'était beaucoup plus loin, en termes de présence et puis l'autre chose, au-delà des paysages, qui m'a marquée, c'est les témoignages. Les discussions que j'ai eues avec les locaux, ben, notamment un des guides, qu'il y avait sur le voyage, qui était en pleine réflexion, en fait, de la suite pour lui. Parce que, ben, justement, il voyait qu'un certain nombre d'environnements étaient en train de disparaître, donc il voyait, en fait, son terrain de travail, rétrécir, assez, rapidement et il était lui parce que faut savoir l'Alaska se réchauffe 2 fois plus vite que le reste de la planète, donc les locaux, ils voient des trucs, hein, là-bas. Ils ont conscience de 2-3 choses. Il était un peu plus éduqué que moi sur le sujet, à ce moment-là et il se posait même la question de dire qu'avec son activité, il suscitait en fait l'accélération de la dégradation. Parce que même en étant aux États-Unis, il faut savoir que l'Alaska, c'est quand même 7 heures d'avion si vous êtes à la côte est. Donc c'est quand même pas la porte d'à côté. C'est, même chose que traverser l'Atlantique depuis la France et voilà. Je ne sais pas ce qu'il est devenu d'ailleurs, après, parce que franchement, il était à ce moment-là où on faisait le voyage, il était en mode de se dire: «Est-ce que je continue ou est-ce que je fais autre chose?» Et en tout cas, à la fois les paysages et ces témoignages m'ont mis sur le chemin de: «OK, il y a un truc dont j'avais pas conscience». Quelque temps après, parce que je suis entrée en fin 2019, je suis entrée en Europe et là, j'ai commencé à vouloir me renseigner en Europe. Déjà à l'époque, il y avait plus de choses qu'aux États-Unis. Donc j'ai découvert le Shift Project, les groupes, qui travaillent sur le climat. J'ai découvert qu'il y avait la Fresque du climat qui commençait à cette époque-là. Quelque temps après aussi, il y a eu l'atelier d'automne que j'ai fait.
L'atelier d'automne, c'est un atelier qui permet d'estimer son empreinte carbone. En fait, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir des ordres de grandeur et des chiffres. Et ce que j'ai découvert déjà en faisant mon empreinte carbone, c'est qu'elle était, beaucoup plus importante que ce que je pensais, même en ayant fait énormément de changements dans ma vie. Et l'ordre de grandeur qui est facile à retenir, c'est celui qui est lié, au nom notamment de tonnes. 2 tonnes, c'est un aller-retour Paris-New York. Mais 2 tonnes, d'où l'atelier 2 tonnes, c'est aussi la cible de l'empreinte carbone individuelle qu'on devrait avoir en objectif chacun dans le cadre des accords de Paris. Donc je ne sais pas si tu as suivi l'actualité, les accords de Paris, c'était pour réduire le réchauffement climatique à 1,5 degré. Récemment, là, il y a eu des faits qui ont dit: «Ben, c'est fini, on n'y arrivera pas». Mais malgré ça, il faut savoir que les Français, en moyenne, on est à 10 tonnes d'empreinte carbone. Donc même si on ne va pas à 2 tonnes, on est quand même sur un chemin où il faut réduire. Et en fait, la prise de conscience, moi, que j'ai eue, c'est que rien qu'un aller-retour Paris-New York ou quelques voyages en Europe, moyen courrier, on est déjà à quasiment l'empreinte carbone cible. Et c'est là où je me suis dit: «En fait, problème pour moi», parce que j'ai besoin personnellement d'être exposée régulièrement à autre chose dans mon environnement, à entendre d'autres langues, à voir d'autres choses. En plus, quand on vit à l'étranger, on cultive cet, intérêt où tous les jours on apprend un petit truc. Donc c'est vrai que d'autant plus, je suis dans une optique où j'ai besoin de voir d'autres environnements. Et en même temps, je me disais: «Mais il faut que je fasse différemment parce que je peux pas faire comme avant maintenant que j'ai conscience de ça». Et là, la grosse problématique, le gros dilemme qui m'a amenée, voilà, aux réflexions et même à aller sur un terrain pour développer, un projet. Mais effectivement, voilà, mon passage aux États-Unis et la confrontation lors de ce voyage m'a amenée à voir et comprendre des choses dont j'étais complètement aveugle, en fait, à l'époque. Et une fois que tu as eu cette prise de conscience-là, comment est-ce que tu as fait évoluer ta manière, de voyager, suite à ça? Alors, en rentrant, en Europe et en comprenant ça, je me dis: «Bah, c'est génial, je suis dans un continent où ça va être hyper facile». Donc je m'étais dit: «Il faut que je prenne, beaucoup moins l'avion, si ce n'est, aller voir ma famille», sachant que j'y vais pas non plus, si souvent, à La Réunion. Donc j'étais dans cette démarche, je vais drastiquement réduire, l'usage de l'avion et je pensais que ça allait être très, très simple en étant en Europe et en fait, je me suis rendu compte que pas du tout. C'est pas du tout facile de faire, cette transition. Ça demande beaucoup plus de temps. J'ai fait aussi des erreurs au début en étant juste dans l'idée de remplacer l'avion par autre chose et de pas enfin, de me rendre compte qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut le faire pour que ce soit intéressant. Donc j'ai pas mal tâtonné, ce qui a alimenté mes réflexions aussi pour Détour Odyssée. Mais en tout cas, j'ai eu un moment un peu, de décision, de faire des choix qui sont quand même pas, si simples à faire. Il faut quand même se le dire et de me rendre compte aussi de la difficulté que c'était et de me dire: «En fait, si c'est comme ça, qu'il y a pas de solution, de choses qui émergent, il y a que des gens hyper motivés comme moi, c'est-à-dire quelques minorités, qui allons, voilà, faire l'effort, passer les heures à le faire». Et en fait, pour moi, c'était un problème parce que, bah, justement, si on n'est pas plus nombreux à de temps en temps faire différemment, bah, on c'est un des éléments bien sûr qui contribue au réchauffement, hein, il y a d'autres choses à faire dans sa vie quotidienne, mais quand même, on n'est pas conscient des changements d'habitude qu'il faut qu'on opère et c'est là, je me suis dit: «Il faut faire quelque chose». En tout cas, voilà, c'est le sujet sur lequel j'ai voulu travailler effectivement. Tu as dit que c'était beaucoup moins facile que ce que tu avais anticipé de switcher de l'avion au train et ça même en Europe. Pourquoi? C'est-à-dire quels ont été les freins majeurs, que tu as rencontrés en voulant mettre ce mode de voyage en place? Eh bien, la méconnaissance, en fait, de comment on fait ce type de voyage. Parce que moi, je pense comme la plupart des gens, ce que j'ai eu l'habitude de faire, c'est de me dire: «J'ai envie d'aller là, opérateur d'avion, paf, je pars de Lyon, je pars de Paris, poum!» À la limite, je check les prix, quoi. Je fais du comparatif de prix pour trouver le billet. Mais là, en fait, de pas prendre l'avion, ça nécessite une notion qu'on a peu d'itinéraire, de bonnes étapes, de qu'est-ce qui est accessible, de ensuite comment, en fait, on prend les billets parce que en fait, c'est pas harmonisé en Europe. Quand on change de pays, on change d'opérateur, c'est pas les mêmes sites internet. Pour peu qu'on puisse prendre un pass, c'est comment ça marche. En fait, voilà, un gros manque de connaissances parce que j'avais pas pratiqué, en fait. J'avais pas pratiqué cette manière de voyager et aussi, les premières erreurs que j'ai faites, c'était des erreurs de me dire: «En fait, je remplace juste l'avion». C'est-à-dire, je veux aller là et je regarde, juste comment y aller.
en fait et de pas du tout considérer que de toute façon, si je reste dans cet état d'esprit-là, je vais juste avoir des contraintes. Ça va être plus long, je vais faire le même truc au retour, ça va pas être hyper intéressant et de pas comprendre tout de suite qu'en fait, c'est pas juste une question de changer de transport, c'est une question de changer de voyage et ça, les premiers voyages que j'ai fait tout ce qu'il faut pas faire, les trucs un peu trop compliqués ou les trucs où je faisais la même chose à l'aller et au retour, où j'étais là: «OK, je me repaye, le même trajet qui était pas hyper intéressant dans l'autre sens». Voilà, j'ai fait un peu toutes ces erreurs et puis surtout, en fait, c'est beaucoup plus long, franchement, par rapport à un voyage, on dirait traditionnel. Moi, j'y passais facilement 2 à 3 fois plus de temps, hein, à l'organiser, à le concevoir, à le réserver. Donc c'est ça, en tout cas, je pense, qui est aussi un contexte, vraiment qui est pas évident pour beaucoup de personnes aussi qui veulent faire cette transition-là. Donc en fait, le frein majeur, il serait logistique finalement? Alors, i c'est un des freins, que je vois, Mmh. c'est clair, mais en fait, pour moi, il y en a 2 avant, parce que quand on est au niveau logistique, on est déjà dans l'idée: «OK, je fais ça et j'y vais». Pour moi, il y a un premier frein qui est la résistance au changement. C'est bête, hein, mais pour moi, c'est un vrai frein, enfin, c'est ce que je te disais juste en t'expliquant, ce qui était compliqué pour moi. Mais toute personne qui va passer dans ce type de voyage, ça va être probablement la première fois. Enfin, autour de nous, les gens qui prennent pas l'avion et font de l'itinérance en train, je pense qu'il y en a pas tant que ça. Donc on n'a pas en fait, à titre individuel, une grande expérience de ça et tout changement, bah, c'est pas agréable. C'est de l'effort, on sort de sa zone de confort, on connaît pas, on sait pas comment faire. Donc pour moi, il y a déjà ça, hein. On est tous quand même un petit peu plus rassurés, c'est plus sécure, c'est plus simple de faire comme on a toujours fait et d'aller sur, Skyscanner ou Opodo, voilà, pour en citer 2, pour, juste, regarder, le truc, qu'on peut prendre. Donc ça, pour moi, quand même, c'est quand même un frein qui est pas négligeable. À un moment donné, il faut se dire: «OK, je vais faire autrement». Pour moi, en plus, il y a des bénéfices aussi à faire ce choix au-delà de la contrainte de départ et l'autre frein aussi, je mettrais qui est un peu dans le même état d'esprit, enfin, qui est plus un élément, de mentalité, je dirais, ou de frein plus psychologique à lever, c'est qu'on peut avoir l'impression que pas prendre l'avion et pas prendre la voiture, parce que nous, il y a aussi l'aspect voiture dans les voyages qu'on fait, c'est qu'on pourra rien voir d'intéressant et on pourra rien faire. On a de temps en temps ce genre, d'échange, avec, des clients potentiels ou avec, des membres, même dans l'industrie du voyage et en fait, ça, c'est des choses, aussi parce qu'on n'a pas pratiqué, qui est une impression, en fait, qui n'est pas enfin, je peux vous le dire pour, faire beaucoup de voyages comme ça, c'est pas vrai. Alors déjà, effectivement, sur pas prendre l'avion en disant: «On pourra rien voir d'intéressant ou de dépaysant», on serait aux États-Unis, effectivement, je te dirais: «Ouais, good luck, pas d'avion, pas de voiture, bonne chance pour voir les parcs, de l'Ouest américain», par exemple, ou, de découvrir des villes au-delà, de New York, par exemple, qui est bien connectée en transport en commun. Mais en Europe, non, on peut pas dire ça. En Europe, on sous-estime énormément et moi, je me suis vraiment rendu compte en revenant et je suis régulièrement reconfrontée à ça par rapport à mes amis américains qui arrivent en Europe et qui sont juste en mode fascination de dire en 2 heures et en TGV, ils ont traversé, la France ou ils sont dans un autre pays. On a un réseau de trains de fou. En fait, il faut regarder des cartes ferroviaires, comparer la carte ferroviaire des États-Unis et la carte ferroviaire de l'Europe. On l'avait fait, il y a quelque temps sur notre Instagram, c'est flagrant. En plus des trains, on a des réseaux de bus, enfin Flixbus, ça va quasiment partout en Europe et dans toutes les villes, il y a des transports en commun plutôt bons. On n'est pas comme à Los Angeles où si tu as pas de voiture, tu vas quand même galérer. Donc en fait, on a l'infrastructure et on peut accéder aux 4 coins de l'Europe, en fait, sans avion et il y a une diversité culturelle en Europe, auquel on a accès. Faire un voyage en Sicile, c'est pas comme faire un voyage dans le sud de la France. Vous allez pas manger pareil, vous allez pas entendre les mêmes choses, vous allez voir des sites différents. Pareil, aller en Norvège ou dans les Alpes, oui, il y a de la montagne, mais c'est pas pareil. Donc on a de la diversité culturelle à disposition et qui est accessible et on a l'infrastructure de transport qui est là, même si bien entendu c'est perfectible et je dis pas que c'est parfait. Il peut y avoir des problématiques ferroviaires à développer. Et sur la voiture, il y a un autre a priori qui est de dire: «Je pourrais faire que des villes, je pourrais pas faire de randonnée, je pourrais pas avoir de village». Et bien pareil en fait, on a du transport ferroviaire secondaire, on a des bus locaux. Les Lofoten sans voiture, ça se fait. La campagne anglaise sans voiture, ça se fait. C'est des voyages qu'on propose et qu'on a fait. Donc en fait, je pense qu'il faut encore une fois un petit peu sortir de ce qu'on a eu l'habitude, parce qu'en fait, une fois qu'on regarde dans un sens: «Qu'est-ce que je peux faire?» En fait, on peut faire plein de trucs et
mon avis, il faut sortir du FOMO, du fear of missing out, de se dire: «Oh là là, je vais pas pouvoir faire la randonnée, là, parce qu'il y a pas de bus». Mais est-ce que c'est grave? Parce que cette randonnée, tu en avais pas conscience il y a 3 jours, en fait. Donc non, mais c'est vrai, des fois, on se met une pression sur des trucs, il y a une semaine, on n'avait pas conscience de ce que ça existait. Et de se dire plutôt: «Bah, en fait, j'ai cette randonnée-là qui est accessible». En plus, des fois, il y a moins de monde quand il y a pas, forcément un accès, uniquement par le transport en commun et on peut faire plein de choses. De toute façon, on ne pourra jamais tout voir. Donc pour moi, vraiment, il y a ces 2 freins-là qui sont plus des freins psychologiques, de mentalité pour dépasser, le petit confort auquel on est habitué. On va pas se mentir, c'est vachement plus simple de faire comme on a fait avant, mais en même temps, si on continue comme ça, dans ce domaine comme dans d'autres, on accélère des problèmes qui, en plus, ont des conséquences pour nous en tant qu'humains. Et bien sûr, le frein logistique dont tu as parlé qui est vraiment là et qui est un fait. Ça, c'est vraiment aussi un élément important, je pense. Une fois que les gens ont dépassé les 2 premiers, tu vois, il y a l'effet, derrière qui est effectivement, comment on organise et où c'est vraiment pas facile. En t'entendant, je retrouve toutes les raisons pour lesquelles je choisis de rester en Europe, sur mes voyages et de pas sortir de l'Europe parce qu'en fait, ça me fait encore plus réaliser qu'on a un continent qui est incroyable pour, bah, toutes les infrastructures dont tu parles, la diversité culturelle. Hem, Logistiquement, bah, ça a beau être compliqué, je pense que c'est quand même beaucoup moins compliqué qu'ailleurs. Donc merci de rappeler tout ça parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à voir, surtout nous les Français, ce qu'on n'a pas et que l'herbe est plus verte ailleurs, alors qu'en fait, il y a plein de trucs qui sont bien et qui fonctionnent et justement, tu disais que le slow travel le slow travel, c'est le fait de prendre son temps pour voyager et de considérer le chemin comme partie intégrante du voyage et pas uniquement la destination comme but. Ça avait vraiment changé ton expérience du voyage. Est-ce que tu peux expliquer, pourquoi, comment est-ce que ça fait une différence, en fait? Ouais, alors effectivement, moi, je suis arrivée avec, l'envie de le faire, comme tu l'as compris, par un enjeu, écologique. Mais en fait, en le faisant, je me suis rendu compte qu'il y avait des bienfaits et que c'est aussi une super expérience en tant que telle. Et l'effet écologique est un bénéfice qui vient avec. En fait, pour moi, c'est vraiment une expérience très, très différente des voyages que j'ai pu faire avant et j'ai eu la chance de pas mal voyager. Parce que ça t'amène des choses qui sont moins évidentes avec un voyage traditionnel. La première, c'est que pour moi, ça te met tout de suite dans un rythme qui est différent. En fait, je pense qu'avec l'avion, on reste dans un rythme d'instantanéité, d'immédiateté, de vitesse, forcément, c'est le moyen de transport le plus rapide, qui fait qu'on n'est pas préparé en fait, au voyage, on n'a pas ce cheminement, d'immersion et ça ne coupe pas forcément des moments de vie quand on a un quotidien qui est hyper, intense et qu'on continue un peu d'être dans ce rythme-là, en fait, également quand on voyage et quand on découvre. Alors que quand on prend justement les transports, le train ou le transport terrestre, on est forcément tout de suite dans un truc où, bah, oui, on est sur une échelle de temps différente, on va voir les trucs par lesquels on passe et pour moi, ça crée déjà une cassure avec un rythme qu'on peut avoir le reste du temps, qui pour moi est très, très difficile à avoir, quand on voyage, traditionnellement, notamment avec un transport comme l'avion. La deuxième chose pour moi, c'est la richesse des expériences. En fait, sans partir longtemps ou loin, le fait que tu vois les chemins, les paysages, que tu fais des étapes même, rapides en fait, tu as 4 heures, tu es à Hambourg, tu vas voir Hambourg, le port, machin. En fait, pour moi, j'ai toujours eu l'impression d'avoir vu énormément de trucs dans un voyage comme ça, même sans être partie aussi longtemps que d'autres voyages que j'ai pu faire. Parce qu'il y a une diversité de souvenirs, d'expériences, d'images dans ta tête que je trouve qui sont d'autant plus importantes, parce qu'en plus on a vu un peu par où on est passé. Et puis le troisième élément pour moi, c'est que le fait d'être, en mode «je profite du chemin». Du coup, je me laisse aussi surprendre. Je profite des détours, un mot qui m'est cher et qu'on a mis dans notre nom. En fait, ça permet de créer ce qu'on a peu, je trouve, l'occasion aujourd'hui d'avoir, c'est des découvertes vraiment pures. Les moments où on voit des choses vraiment pour la première fois, qu'on n'a jamais vues en photo, qu'on n'a jamais vues sur les réseaux sociaux, on a quand même moins cette, occasion parce qu'on est dans une société où on a énormément d'informations, on voit énormément de choses et moi, les meilleurs souvenirs que j'ai, c'est sur des voyages comme ça, parce que je me suis arrêtée à un endroit peut-être que j'avais pas prévu ou un truc que je connaissais pas du tout sans que ce soit la Tour Eiffel, le Colisée, hein, on parle pas d'un truc, voilà, mais un paysage, un site, un petit détail, tu vois, sur une maison, même dans une rue parce que c'est, un centre-ville classé ou autre.
Vraiment d'apprécier une découverte vraie et pure d'un truc que j'ai jamais vu, que j'ai vraiment découvert. Enfin, vraiment le terme découvert dans son sens premier. Et dans ces voyages-là, pour moi, on a beaucoup plus l'occasion de le faire parce que, en tout cas dans l'état d'esprit, il faut aussi se laisser porter par l'envie, par le moment et de voilà, justement se laisser, inspirer par, ce qu'on a envie ou ce que les pas ou l'ambiance où on est nous amène, et ça, je trouve que c'est un bénéfice, énorme sur ce type de voyage. Est-ce que, tu as un voyage en slow travel, peut-être ton plus beau voyage en slow travel? Ouais, Est-ce que tu voudrais c'est dur, hein, mais si est-ce qu'il y en a un que tu voudrais partager avec nous? tous les voyages en slow travel sont des beaux voyages. Non, mais en fait, j'ai réfléchi, à cette question et sincèrement, j'aurais pas un voyage, en spécifique parce qu'en fait, pour moi, ces voyages-là, ils regroupent, 2 choses que moi j'apprécie particulièrement. La première chose, c'est que c'est des voyages qui, m'ont permis de faire des rencontres et notamment d'autant plus en solo parce que, on en fait, le fait de prendre les transports et on voyage, en fait, comme les locaux, on a beaucoup plus d'occasions de rencontrer, des gens parce qu'on n'est pas dans sa bulle, on n'est pas isolé si on prend une voiture de location ou même, bon, dans l'avion, en général, c'est pas un moment forcément où il y a énormément toujours d'échanges et j'ai toujours eu des super souvenirs de rencontres. Je pense notamment dans les trains de nuit, qui est un moyen de transport qui facilite vachement ça, notamment quand on partage un compartiment. J'ai toujours, voilà, passé des soirées hyper intéressantes à parler avec les voyageurs, ou les voyageuses avec lesquelles je partageais, les cabines. Donc, pour moi, voilà, ça vraiment ça cet ingrédient-là qui est systématique et puis comme je te le disais juste avant, le fait d'avoir ces moments-là de découverte authentique et de moments aussi un peu d'en profiter un peu en introspection, notamment quand on voyage seul. De se dire: «Ah là, j'ai découvert une petite pépite». Alors oui, on partage pas, tout de suite avec quelqu'un, mais en même temps, on emmagasine des souvenirs et vraiment des trucs qu'on garde dans la tête, sans forcément avoir besoin de prendre des photos d'ailleurs, mais et pour moi, voilà, j'ai toujours un peu ça dans ces voyages-là. C'est pour ça, pour moi, ça a toujours été des beaux voyages à faire. Trop chouette et tu as dit un truc qui m'intéresse particulièrement qui est que, le slow, Ouais. je crois que c'est un lapsus, que le voyage slow et c'est quelque chose qui est idéal quand on voyage en solo. Est-ce que tu pourrais approfondir sur cette question-là? Pourquoi à ton sens c'est un super moyen de voyager, en solo? Ouais, pour moi, c'est vraiment, et c'est pas parce que je travaille, sur du voyage, slow, mais pour l'avoir fait aussi comme ça, vraiment, sincèrement, je pense que c'est une très bonne manière de voyager quand on est en solo. D'ailleurs, pas mal de voyageurs solo qu'on accompagne, pour plusieurs raisons. La première, c'est que, ben, comme le nom l'indique, slow, on est sur la notion de temps et en fait, c'est un type de voyage où il faut prendre le temps et prendre son temps et là, son temps, c'est son temps à soi, c'est-à-dire c'est mon temps à moi, c'est mon rythme à moi quand je suis en solo. J'ai pas à faire un compromis ou à voilà, avec, quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est du bénéfice aussi. On est en liberté complète, en fait, sur ce type de voyage, notamment quand on est seul parce qu'on décide de l'instant, de ce qu'on veut vivre et on prend son temps. Donc pour moi, typiquement là, ça permet, vraiment en étant en solo sur du voyage slow, de vraiment construire son propre chemin sans avoir à se dire: «Ah mince, le copain, il veut faire le truc à côté, ça fait pas envie, j'ai pas envie de le dire». Bon, voilà, vraiment tu fais ce que tu as envie de faire à ton rythme. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que ça permet, justement de pour moi, plus facilement d'être ouvert, aux surprises et de sortir du cadre. Parce que justement, l'idée, c'est profiter du chemin, mais aussi profiter de des petites pépites qu'on peut découvrir. Quand on n'est pas dans un mode comme ça, programme avec, le truc un petit peu, minuté, à l'heure, on découvre comme ça plus facilement des choses et notamment en fonction de ce qui nous parle, nous, en tant que personne, quand on est en voyage en solo. Le troisième point, pour moi, qui est vraiment, je pense pas qu'on retrouve facilement sur un voyage où il y a un avion, voire après on a une voiture de location, c'est qu'il y a beaucoup de temps pour soi. En fait, en voyage, slow, en tout cas nous dans la manière dont on le pratique, on fait ça en itinérance. Donc il y a des étapes régulières et donc ça veut dire que régulièrement il y a du trajet. Il y a du temps où on est statique dans un train, dans un bus, dans un bateau et c'est du temps pour soi. C'est du temps d'introspection à disposition. Des fois, il y a pas le wifi qui marche, des fois on veut pas utiliser la data, donc on n'est pas forcément, voilà, en mode, actif, je dirais, sur des trucs qui peuvent nous distraire comme les réseaux et c'est du temps, génial, quand on est seul, pour faire des choses ou même,
penser, réfléchir, admirer. Moi, j'aime bien écrire, donc j'écris, des gens qui aiment dessiner et ça, c'est assez régulièrement dans le voyage et donc il y a des moments comme ça, je trouve assez sympa, quand on voyage seul de se recentrer un peu sur soi et puis le dernier que j'ai évoqué, dans les voyages, en disant que c'est un élément qui est toujours dedans et pour ça qu'ils sont tous beaux, c'est les rencontres, en fait, qu'on peut faire parce que dans ce voyage-là, justement, on prend des transports régulièrement, on prend des transports locaux, on n'est pas isolé dans une voiture de location, on est tout seul, où, bah, du coup, on n'a pas d'interaction et donc ça facilite énormément les rencontres avec, des locaux ou même d'autres voyageurs parce qu'on se repère aussi, souvent comme ça quand on voyage, en solo avec d'autres voyageurs, solo et pour moi, le voyage aussi et avant tout, c'est la rencontre, c'est le partage et ça facilite énormément, le fait d'en faire, quand on voyage, en slow, en prenant les transports, je pense, par rapport à d'autres types de voyages. Donc ça, c'est un super bénéfice quand on voyage en solo pour avoir plein de petits moments de rencontre, d'échange, pour justement casser l'impression où je vais être, un peu seule du matin au soir, ce qui est pas du tout la réalité qu'on vit sur ce type de voyage. Et écoute, avec tout ça, c'est sûr que tu donnes envie à tous les auditeurs, auditrices de partir en solo. On se retrouve la semaine prochaine pour une partie plus de conseils pratiques et concrets. On parlera donc plus en détail de slow travel, de voyage en train, de budget, d'outils aussi, où tu nous partageras tes conseils pour une première expérience en solo et ou en slow travel. En attendant, si cet épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous ou à me laisser un petit mot sur Instagram ou en commentaire. Et de laisser un avis 5 étoiles au podcast, ça m'aide énormément pour sa visibilité. Allez, à très vite!